Écoutez, je vais vous raconter quelque chose qui va retourner l'estomac de quiconque a un minimum de conscience. Pendant 10 ans de ma vie, l'être humain que j'ai le plus aimé au monde, que j'ai élevé avec tant de tendresse, que j'ai mis au monde dans la douleur et la joie, ce même être m'a violenté tous les jours. Moi, paralysé, incapable de bouger même le bras gauche pour me défendre. Mon propre fils m'a violé pendant une décennie entière. Et le pire, c'est qu'il faisait ça en prétendant qu'il prenait soin de moi. Ça pourrait sortir d'un film d'horreur, mais non. C'est arrivé ici même, à Châtel, dans ma propre maison, sous le toit où je l'avais élevé, pensant former un homme bien. Je m'appelle Apollonie Duverger. J'ai âge, ans et j'habite à Châellerault, dans la Vienne. Ceux qui me voient aujourd'hui vendre mes plantes médicinales sur la place Sainte-Catherine, dans ma petite boutique pleine de remèdes qui guérissent, discutant avec les gens, donnant des conseils. Personne n'imagine l'enfer que j'ai vécu. On me connaît comme Apollonie des Herbes, cette dame toujours souriante, toujours prête à réconforter. Mais derrière ce sourire, il y a une histoire que j'ai gardée longtemps, jusqu'au jour où j'ai décidé qu'il fallait arrêter de me taire. Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires votre nom et d'où vous m'écoutez. Je veux savoir qui sont ces personnes courageuses, celles qui peuvent entendre la vérité crue de la vie. Parce que cette histoire n'est pas pour tout le monde. Elle va vous bouleverser comme vous ne l'avez jamais imaginé, mais je dois la raconter. Je sais qu'il y a d'autres femmes qui vivent ce que j'ai vécu, et peut-être que mon courage pourra leur donner du courage à elles aussi. Chaque mot que je vais dire est vrai. Chaque détail s'est réellement passé. Si vous restez jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi il m'a fallu tant d'années pour oser parler. Ma vie n'a pas toujours été remplie de plantes et de remèdes. Je travaillais dans une maroquinerie ici à Châtelu, cousant toute la journée, gagnant mon argent à la sueur de mon front pour élever mon fils seul. L'atelier se trouvait dans la zone industrielle des Renardières, un grand bâtiment bruyant où des centaines de femmes passaient la journée penchées sur des machines à coudre, fabriquant des sacs et des articles en cuir qu'on ne pouvait jamais s'acheter pour soi-même. Le père de Cyprien m'a quitté quand il a su que j'étais enceinte. Il disait qu'il ne voulait pas de responsabilité, qu'il était trop jeune pour être père. Un beau garçon de bonne famille, qui m'avait rempli la tête de promesses, et qui a disparu dès qu'il a compris que la plaisanterie devenait sérieuse. Je n'avais que 19 ans quand Cyprien est né. Mais j'ai décidé que je l'élèverais avec tout l'amour que je n'avais jamais eu. Je voulais qu'il sache qu'il était aimé. Qu'il aurait toutes les opportunités que je n'avais pas eues. En y repensant, je crois que c'est cet amour débordant qui l'a pourri, qui lui a fait croire qu'il pouvait tout se permettre avec moi. J'ai travaillé sans relâche pendant plus de 20 ans dans cet atelier. Je me levais à 5 heures du matin, préparais le café, et laissais le repas prêt pour que Cyprien le réchauffe en rentrant de l'école. Je prenais 2 bus pour arriver au travail avant le début du service. L'atelier était un lieu étouffant, saturé de poussière de cuir et de colle. Je passais mes journées penchée sur la machine à coudre, assemblant des pièces de maroquinerie, répétant les mêmes gestes des milliers de fois. C'était un travail éprouvant pour le dos, qui fatiguait les yeux et raidissait les doigts à force de presser la machine. Je rentrais chez moi vers 6 heures du soir, épuisée, mais il fallait encore préparer le dîner, aider Cyprien avec ses devoirs, laver le linge, nettoyer la maison et tout préparer pour le lendemain. Cette routine m'écrasait intérieurement, mais je tenais bon, pensant à l'avenir de mon fils. Les week-ends, quand je n'étais pas occupée avec le ménage ou la lessive, je l'emmenais au parc. Je lui achetais une glace. J'essayais de lui offrir l'enfance que je n'avais jamais eue. Chaque centime économisé servait à acheter des fournitures scolaires, de beaux vêtements, ou des chaussures neuves quand ses pieds grandissaient. Cyprien semblait être un enfant affectueux, du moins, c'est ce que je pensais alors. Il m'aidait à la maison, balayait la cour, sortait les poubelles, disait qu'il m'aimait, qu'un jour il prendrait soin de moi. Ces mots me donnaient la force de continuer à travailler dur chaque jour. Je rêvais du moment où il finirait ses études, trouverait un bon emploi, et où nous pourrions enfin vivre plus calmement. Jamais je n'aurais imaginé que ce petit garçon que j'élevais avec tant de sacrifices cachait en lui un monstre, que toute cette tendresse que je lui donnais serait interprétée d'une façon malsaine. À l'école, Cyprien a toujours été un élève moyen. Il n'était pas le meilleur, mais il ne posait pas de problème au professeur. Calme, obéissant, il faisait ses devoirs sans se plaindre. Je participais à toutes les réunions de parents et discutais avec les institutrices. On me disait toujours qu'il était poli et respectueux. Personne ne se plaignait jamais de lui. Il n'avait jamais de problème de comportement, et c'est pour cela que je me sentais rassurée. Je croyais bien faire,
pensant être sur la bonne voie pour son éducation. Mais quand il a eu 18 ans, j'ai commencé à percevoir des changements étranges dans son comportement. Tout a commencé par ses regards. Il me fixait différemment, surtout quand je me changeais ou sortais de la douche. Ses yeux insistants me mettaient mal à l'aise, mais je faisais semblant de ne rien remarquer. Parfois, j'avais la sensation d'être observée dans ma chambre ou dans la salle de bain. Quand je me levais pour vérifier, il était toujours à distance, absorbé par la télévision ou son téléphone. Je me disais que c'était mon imagination, que la fatigue et le stress me rendaient parano. Il est aussi devenu plus envahissant, plus affectueux, d'une manière qui n'était pas normale entre un fils adulte et sa mère. Il voulait m'embrasser constamment, et ses baisers sur ma joue duraient bien plus longtemps que de raison. Il trouvait toujours un prétexte pour me toucher ou me frôler. Quand je préparais le repas dans la cuisine, il venait par derrière, m'embrassait et pressait son corps contre le mien d'une façon gênante. Quand je protestais, il riait et prétendait qu'il était simplement affectueux, qu'il n'avait même pas le droit d'embrasser sa propre mère. Une fois, il a proposé de me masser parce que j'étais épuisée par le travail. J'ai accepté, croyant que c'était un geste d'affection filiale. Mais son massage a rapidement pris une tournure étrange. Ses mains ont commencé sur mes épaules, comme il se devait, mais elles ont glissé le long de mon dos et sur les côtés, s'approchant de ma poitrine. Quand j'ai dit que ce n'était pas correct, il a ri et m'a accusé d'exagérer, assurant qu'il essayait juste de détendre mes muscles et que je voyais du mal là où il n'y en avait pas. Petit à petit, la situation a empiré, de façon si subtile que j'ai mis du temps à réaliser ce qui se passait. Il a commencé à entrer dans ma chambre sans frapper, toujours avec une excuse. Il disait vouloir me poser une question sur l'école, chercher un objet que j'avais emprunté, ou parler du travail. Mais je remarquais que ses yeux restaient fixés sur mon corps d'une manière qui n'était pas normale entre mère et fils. Quand je portais ma chemise de nuit, il mettait plus de temps à sortir. Il restait là, parlant de tout et de rien, juste pour continuer à me regarder. Lorsque j'évoquais ce comportement étrange, il se fâchait et disait que j'avais l'esprit mal tourné, qu'il voulait simplement discuter et que j'interprétais mal les choses. Il répétait que je devenais parano, que c'était la fatigue du travail qui me jouait des tours, que j'avais besoin de repos. Il réussissait à me faire sentir coupable de me méfier de lui, de voir du mal là où, selon lui, il n'y en avait pas. Un soir, il est rentré à la maison un peu saoul et a voulu dormir dans mon lit. Il prétendait avoir eu peur, un cauchemar horrible, et ne pas pouvoir dormir seul. Je l'ai laissé se coucher, pensant que ce serait passager et qu'il retournerait dans sa chambre le lendemain. Mais pendant la nuit, j'ai senti ses mouvements étranges, son corps pressé contre le mien, ses mains glissant sur ma taille et ma jambe. Quand je me suis réveillée, effrayée, et que je lui ai demandé ce qu'il faisait, il a fait semblant de dormir profondément. Le lendemain matin, au petit déjeuner, j'ai abordé le sujet. Il m'a répondu que j'avais rêvé, que rien de tout cela ne s'était produit, que je confondais rêve et réalité. Il disait que c'était normal pour les personnes qui travaillent beaucoup d'avoir des cauchemars réalistes, que je devais mieux prendre soin de moi. Il me faisait douter de ma propre mémoire, de ma perception de ce qui s'était réellement passé. J'ai commencé à avoir peur de mon propre fils, mais en même temps, je me sentais coupable de penser cela de lui. Après tout, c'était mon petit garçon, le fils que j'avais élevé avec tant d'amour et de sacrifice. Comment aurais-je pu soupçonner une chose aussi horrible ? Comment imaginer que mon propre fils nourrissait des pensées impures à mon égard ? J'essayais de me persuader que tout cela n'était que mon imagination, que le travail m'avait rendue folle, que je devais cesser de voir le mal là où il n'existait pas. J'ai commencé à éviter d'être seule avec lui à la maison. Je cherchais toujours quelque chose à faire lorsqu'il était dans les parages. J'ai commencé à fermer la porte de ma chambre à clé, ce que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai modifié mes habitudes de bain, m'habillant désormais dans la salle de bain plutôt que dans la chambre. Mais toutes ces précautions me rendaient encore plus anxieuse, car je ne comprenais pas pourquoi je devais me protéger de mon propre fils. Puis est arrivé ce jour qui a bouleversé ma vie à jamais, qui a divisé mon existence en un avant et un après. C'était un lundi matin, le 15 mars 1998. La journée avait commencé comme toutes les autres. Je me suis levée à 5 heures, comme d'habitude. J'ai préparé le café et organisé le repas. Je me suis préparée pour aller travailler. Cyprien dormait encore lorsque je suis sortie de la maison. C'était une chaude journée d'été, mais une brise agréable rendait la matinée plaisante. Je suis arrivée à l'atelier à l'heure habituelle. J'ai pointé et me suis installée à ma machine à coudre.
J'ai commencé à travailler sur un lot d'articles en cuir à livrer avant le déjeuner. Des sacs à main complexes à coudre à cause des courbes du cuir. Je me souviens être concentré sur ma tâche, essayant de finir cette commande à temps, quand soudain j'ai ressenti une douleur atroce à la tête, comme si quelqu'un m'avait frappé violemment à la nuque avec un marteau. La douleur était si intense que ma vision s'est immédiatement brouillée. J'ai senti le sol tourner sous mes pieds, cette sensation horrible que tout autour de moi se mettait à tourner. J'ai essayé de m'accrocher à la table de la machine, mais je n'y suis pas parvenu. La dernière chose dont je me souviens, c'est d'être tombé de la chaise, d'entendre les autres machines s'arrêter, les femmes crier et courir dans ma direction. Après ça, un trou noir total. Je me souvenais seulement que j'étais à l'atelier, à ma machine à coudre, en train de finir un lot d'articles en cuir à livrer avant le déjeuner, quand soudain j'ai ressenti une douleur atroce à la tête, comme un coup de marteau. Ma vue s'est obscurcie, le sol a tourné, et la dernière image que j'ai gardée, c'est celle de ma chute de la chaise. Quand je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital, reliée à de nombreux appareils. Le médecin m'a expliqué que j'avais eu un AVC, un accident vasculaire cérébral. Il disait que j'étais trop jeune pour ça, que normalement cela arrivait aux personnes âgées, mais que le stress du travail et de la vie avait beaucoup contribué. Le côté gauche de mon corps était complètement engourdi. Je ne pouvais ni bouger correctement mon bras, ni ma jambe gauche. C'est là que ma vie est devenue un enfer. J'avais besoin d'aide pour tout, me laver, m'habiller, aller aux toilettes, manger. Cyprien, qui avait 18 ans à l'époque, s'est proposé pour s'occuper de moi. Il a affirmé qu'il allait tout laisser tomber, qu'il consacrerait sa vie à prendre soin de moi parce que j'avais passé la mienne à m'occuper de lui. À ce moment-là, j'étais émue par tant de dévouement. Les premiers jours à la maison étaient normaux. Il m'aidait avec douceur, m'accompagnait aux toilettes, me donnait à manger à la bouche, m'aidait à me laver. Je me sentais reconnaissante d'avoir un fils si attentionné. Mais ensuite, les choses ont commencé à changer. D'abord, il a déclaré qu'il ne pouvait laisser personne d'autre s'occuper de moi, que lui seul savait comment faire correctement. Il a renvoyé la dame que l'assistante sociale avait trouvée pour m'aider quelques heures par jour. Gervais était une femme d'une 50aine d'années, très affectueuse, qui venait 3 fois par semaine pour me laver et faire de la kinésithérapie de base. Elle avait de l'expérience avec les personnes ayant subi un AVC. Elle savait comment gérer la paralysie. Elle était douce et respectueuse. Mais Cyprien a commencé à lui chercher des fautes. Il prétendait qu'elle était négligente, qu'elle ne faisait pas les choses correctement, qu'elle me faisait mal pendant les exercices. Il inventait tellement de reproches que la pauvre femme a fini par abandonner. Après cela, il a commencé à dire que j'étais très sale, que j'avais besoin de bains plus longs, qu'il devait me nettoyer mieux parce que personne d'autre ne le ferait avec le soin nécessaire. Les bains qui duraient 10 minutes avec Gervais ont commencé à durer plus d'1 heure avec lui. Il disait qu'une personne paralysée accumule la saleté dans des endroits que les gens normaux n'imaginent même pas, que si l'on ne nettoie pas correctement, cela pouvait provoquer de graves infections, et même entraîner la mort si l'hygiène n'était pas parfaite. Ses mains ont commencé à s'attarder sur certaines parties de mon corps, surtout sur mes seins et mon intimité, toujours sous prétexte de nettoyage en profondeur. Quand je protestais, disant que ce n'était pas correct, qu'il n'était pas nécessaire de prendre autant de temps, il répondait que c'était comme ça, qu'une personne qui ne pouvait pas bien bouger devait être lavée avec plus de soin, que je ne comprenais rien aux soins médicaux. Il affirmait avoir fait des recherches sur Internet concernant l'hygiène des personnes alitées, que les sites spécialisés recommandaient un nettoyage méticuleux, et que je devais être reconnaissante de sa patience. Chaque protestation de ma part recevait une justification toute prête, toujours présentée comme une nécessité médicale pour chaque geste répugnant qu'il posait. J'ai compris que quelque chose n'allait vraiment pas quand ces contacts ont cessé d'être liés au nettoyage. Ces attouchements devenaient prolongés, me touchaient d'une façon qui me remplissait à la fois de dégoût et de terreur. Il passait ses mains sur mes seins, effectuant des mouvements circulaires, prétendant vérifier l'absence de nodules, prétendant qu'une femme paralysée était plus exposée au cancer à cause d'une mauvaise circulation. Il touchait mon intimité avec ses doigts, les plaçant là où ils ne devaient pas être, toujours sous couvert de nettoyer les sécrétions ou de vérifier l'absence d'infection. Et moi, dépendante de lui pour tout, incapable de me lever seule, que pouvais-je faire ? Mon côté gauche était complètement paralysé. Je n'avais même pas la force de le repousser avec ma main droite. C'était comme être prisonnière dans mon propre corps, voyant et sentant tout ce qui m'arrivait sans pouvoir réagir. Cette impuissance me plongeait dans une panique désespérée, mais crier était inutile, il n'y avait personne pour m'entendre.
La situation empirait progressivement, me faisant douter de ma santé mentale, me demandant si tout cela était réel. Il a commencé à contrôler chaque aspect de ma vie, les visites que je pouvais recevoir, les médicaments que je prenais, la nourriture que je mangeais, les programmes que je regardais à la télévision. Il disait que c'était pour mon bien, qu'il savait mieux que quiconque ce dont j'avais besoin, qu'en tant qu'aidant principal, il avait la responsabilité de toutes les décisions liées à ma santé et à mon bien-être. Il nous a complètement isolés du monde. Il n'autorisait même pas les voisins à entrer pour me voir. Quand quelqu'un sonnait à la porte, il répondait que je dormais, que j'avais mal, ou que le médecin avait recommandé un repos absolu. Chaque visiteur recevait une excuse différente, éloignant tout le monde peu à peu. Avec le temps, personne n'est plus venu, pensant que j'avais vraiment besoin d'isolement pour me rétablir. Et les abus ont augmenté jour après jour, jusqu'au moment où il était devenu inimaginable de concevoir de quoi ce monstre était capable. Mais avant de raconter la fin de cette histoire terrible, il faut que je remonte au début de ma vie, sinon vous ne comprendrez pas comment un fils peut se transformer en monstre. Comment une personne que l'on a élevée avec tant d'amour peut devenir une créature aussi cruelle. Après ma sortie de l'hôpital, complètement dépendante de lui pour tout, le vrai cauchemar a commencé. Ce que je pensais être les soins d'un fils dévoué est devenu la chose la plus répugnante qu'une mère puisse subir. C'était comme s'il avait attendu des années pour saisir cette occasion, comme si ma paralysie était exactement ce qu'il désirait. Dès les premières semaines à la maison, alors que je m'adaptais encore à la réalité de mon corps incapable de bien bouger, il a dit qu'il devait m'examiner chaque jour pour vérifier que je ne développais pas d'escarres à force de rester allongé. Il prétendait avoir fait des recherches sur Internet concernant les soins aux personnes alitées, expliquant que ceux qui restent longtemps au lit peuvent développer des plaies horribles s'ils ne sont pas correctement soignés. Il m'a même montré des photos choquantes d'escarres infectés qu'il avait imprimées. Il affirmait que cela pourrait m'arriver si je ne recevais pas des soins attentifs. Je l'ai cru. Après tout, c'était mon fils, la seule personne que j'avais au monde. Pourquoi aurais-je douté de lui? Il semblait si inquiet pour moi, si dévoué. Il parlait avec tant de certitude des risques médicaux que je courais. Mais ces examens ont commencé à durer de plus en plus longtemps, et ses mains se sont mises à explorer des zones qui n'avaient rien à voir avec le traitement des escarres. Il passait en revue chaque centimètre de mon corps, affirmant qu'il fallait tout vérifier, qu'une escarre pouvait apparaître n'importe où. Il a commencé à dire que mes seins étaient différents, qu'ils semblaient gonflés, et qu'il fallait les masser pour améliorer la circulation sanguine. Il prétendait avoir lu sur des sites spécialisés que les femmes alitées pouvaient rencontrer des problèmes de circulation mammaire, et que le massage était essentiel pour éviter de graves complications. Ses mains restaient là très longtemps, serrant, tripotant, effectuant des mouvements qui me donnaient un mélange de dégoût, de peur et de confusion dans l'estomac. Quand je disais que ça me faisait mal ou que je n'aimais pas ces attouchements, il répondait que c'était normal, que cela dérange toujours au début, mais qu'ensuite le corps s'habituait et que ça allait mieux. Il me disait que je ne pouvais pas être égoïste, qu'il sacrifiait son temps pour m'occuper de moi, et que je devais collaborer au traitement si je voulais guérir. Il le disait avec une conviction qui me faisait douter de mes propres sentiments. Il me faisait croire que je pouvais interpréter mal ses gestes. Le premier incident, celui qui a marqué le véritable début des abus les plus graves, s'est produit un jeudi après-midi pendant un bain. Il a dit que j'étais très sale en bas et qu'il fallait nettoyer correctement. Sinon je risquais une infection urinaire grave, pouvant mettre ma vie en danger. Il a commencé à me toucher d'une manière qui n'avait rien à voir avec le nettoyage, plaçant ses doigts là où ils ne devaient pas être, prétextant enlever la saleté accumulée que je ne pouvais pas ôter seule à cause de ma paralysie. J'ai tenté de fermer les jambes, utilisant toute la force qu'il me restait du côté droit pour me protéger. Mais il m'a tenu fermement et a parlé avec cette voix faussement tendre. « Maman, détends-toi. Je suis ton fils. Il n'y a rien de mal. Tu m'as donné le bain toute ma vie quand j'étais petit. Tu as nettoyé mes fesses. Tu m'as appris l'hygiène. Maintenant, c'est mon tour de m'occuper de toi. » La comparaison était absurde, répugnante, mais il parlait avec tant de naturel que pendant un moment, je me suis demandé si j'exagérais. À partir de ce jour, les bains sont devenus une véritable torture. Des séances d'horreur que je savais inévitables chaque jour et auxquelles je ne pouvais échapper. Il passait plus d'1 heure à me laver, toujours sous prétexte d'hygiène et de santé. Il disait qu'une femme paralysée nécessitait des soins spéciaux, que je ne comprenais rien à la médecine, qu'il avait tout étudié sur Internet et savait exactement ce qu'il faisait. Et moi, là, incapable de bouger correctement, dépendante de lui pour tout, sans pouvoir résister ni fuir.
C'était un désespoir indescriptible, un mélange de terreur, de dégoût et d'impuissance. Alors commençaient les attouchements qu'il appelait médicinaux, toujours sous l'excuse du traitement médical. Il prétendait qu'il fallait masser mon ventre tous les jours pour que mon intestin fonctionne correctement, qu'un paralysé souffrait de constipation et que seul ce massage pouvait prévenir une occlusion intestinale pouvant me tuer. Mais ces massages étaient bizarres. Ils commençaient sur le ventre, mais descendaient progressivement jusqu'à atteindre des zones qui n'avaient rien à voir avec l'intestin. Quand je protestais, il se mettait en colère et criait « Maman, tu veux guérir ou pas? Tu veux mourir d'infection? Je suis là en train d'essayer de te sauver et toi, tu te plains encore. » La manipulation psychologique était pire que tout, bien plus terrible que les abus physiques. Chaque jour, il répétait comme un mantra les mêmes phrases qui me brisaient de l'intérieur. « Maman, tu dépends de moi pour tout. Si je ne suis pas là, qui va s'occuper de toi? Qui va te nourrir, t'emmener aux toilettes, te donner tes médicaments? Qui aura la patience avec une handicapée? » Il prononçait ces mots tout en me touchant de manière inappropriée, comme si c'était parfaitement normal, comme si je devais lui être reconnaissante de se sacrifier pour moi. Il disait que j'étais un fardeau pour quiconque d'autre, que lui seul avait la patience de prendre soin d'une handicapée comme moi, et que si je le perdais, je serais laissée à pourrir dans un endroit horrible où personne ne se soucierait de moi. Il peignait un tableau si effrayant de ma situation que j'étais terrorisée à l'idée de rester seule, même en sachant que ce qu'il me faisait était mal. C'était un cycle malsain de dépendance et de peur. Lorsque j'essayais de résister davantage, de protester plus fort ou de le repousser avec mon bras valide, il passait aux menaces subtiles mais efficaces. Il parlait avec une voix calme et maîtrisée. « Maman, qui va croire une paralysée contre moi? Tout le quartier, toute la ville, me connaît comme le fils dévoué qui a tout laissé tomber pour sa mère malade. Si tu inventes des mensonges sur moi, ils penseront que tu es devenue folle à cause de ta paralysie, que tu délires. » Ces mots me transperçaient comme un couteau, car je savais qu'il avait raison. Qui allait me croire contre lui? Il a commencé à contrôler chaque aspect de ma vie, chaque détail de ma routine. Il ne laissait plus personne entrer chez moi, même pas les voisins qui venaient me voir de temps en temps. Quand Lucienne, de la maison d'Alexandrave-Côté, arrivait pour demander comment j'allais, il répondait que je dormais à cause des médicaments forts, que le médecin avait prescrit un repos absolu, et que les visites perturbant ma récupération. La pauvre repartait inquiète, pensant bien faire en ne me dérangeant pas. Il répétait à tout le monde que j'étais très affaiblie, que le repos était indispensable, et que toute visite me mettait mal à l'aise et ralentissait ma guérison. Peu à peu, il nous a complètement isolés du monde extérieur. Je suis restée coupée de tout contact avec qui que ce soit, sauf lui. Ses menaces sont devenues plus explicites. Il disait que si je confiais quoi que ce soit à quelqu'un, il me ferait interner dans un hospice, prétendant que j'avais une démence due à la paralysie. Il prétendait connaître des employés de ces établissements et affirmait que j'y serais maltraitée, nourrie de manière inadéquate, sans personne pour me défendre. Le tableau qu'il peignait était si horrible que j'étais terrifiée rien qu'à y penser. Puis est arrivé le jour où il a décidé de prendre en charge mes besoins intimes d'une manière que je ne pourrais jamais oublier. Il prétendait que cela faisait longtemps que je ne m'étais pas détendue et que cela nuisait à la santé de toute femme, surtout une paralysée. Il disait avoir fait des recherches et que les médecins recommandaient des exercices spéciaux pour les femmes dans ma situation. Quand j'ai compris ce qu'il voulait faire, j'ai essayé de crier, mais il a posé sa main sur ma bouche. « Personne ne va entendre de toute façon, maman. Et s'ils entendent, ils penseront que tu cries à cause de la paralysie. » À partir de ce moment-là, ma vie est devenue un enfer permanent. Il a instauré une routine horrible. Le matin, c'était le bain avec ses attouchements dégoûtants. L'après-midi, une kinésithérapie qu'il inventait, incluant qu'il me touche partout. Le soir, des soins spéciaux, qui me laissaient en état de choc, toujours accompagnés de ses excuses médicales, comme s'il me rendait service. Pendant le change des couches nécessaires à cause de ma paralysie, il prenait un temps absurde pour me nettoyer, touchant toujours là où il ne fallait pas, toujours avec son excuse de maintien de ma propreté et de ma santé. Il affirmait que si j'attrapais une infection à cause de la saleté, je pourrais mourir, et qu'il n'allait pas laisser cela arriver parce qu'il m'aimait profondément. Le pire était qu'il faisait tout cela en parlant d'amour. « Maman, je fais ça parce que je t'aime, parce que tu es la femme la plus importante de ma vie, parce que je ne peux pas vivre sans toi. » Il mélangeait déclarations d'amour et actes dégoûtants, comme si c'était normal. Je ne comprenais pas comment quelqu'un pouvait parler d'amour en faisant de telles choses. Peu à peu,
il a commencé à me donner des médicaments qui n'étaient pas ceux prescrits par le médecin. Il disait avoir acheté des vitamines spéciales pour me rendre plus forte, mais je soupçonnais qu'elles me rendaient plutôt somnolente et moins résistante. Après les avoir prises, je devenais molle, confuse, incapable de résister ou même de crier correctement lorsqu'il abusait de moi. Le premier viol complet s'est produit une nuit que je n'oublierai jamais. Il est entré dans ma chambre après minuit, pleurant, se lamentant de ne pas avoir de petite amie, disant qu'aucune femme ne voulait rester avec lui parce qu'il consacrait tout son temps à moi. Il a affirmé que j'étais obligée de l'aider, que c'était de ma faute s'il n'arrivait pas à avoir de relation. Ce qui s'est passé cette nuit-là était si horrible que, encore aujourd'hui, je me réveille en criant dans mes cauchemars. Après cela, il a déclaré que nous avions désormais une relation spéciale. Que j'étais plus qu'une mère pour lui. Qu'on était un couple et que personne ne devait le savoir, car les gens ne comprenaient pas le vrai amour. Il disait que ce qui se passait entre nous était la volonté de Dieu, que c'était le destin, et que ma paralysie était survenue pour nous rapprocher. Sa folie n'avait pas de limite. Répondez-moi sincèrement, pensez-vous qu'une mère a l'obligation de pardonner son fils, quoi qu'il fasse? Parce que j'ai une opinion très tranchée là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, car ce que vous allez entendre sur les années suivantes vous fera comprendre pourquoi je pense ainsi. Ce qui a commencé cette nuit maudite est devenu une routine d'horreur qui a duré des années. Chaque jour était un jour de plus de tourments, un jour de plus où je suppliais Dieu de m'arracher à cette souffrance. Cyprien a transformé ma vie en prison. J'étais prisonnière de mon propre corps, et lui était le gardien le plus cruel imaginable. Chaque jour, sans exception, il répétait les mêmes abus, toujours déguisés sous les excuses dégoûtantes de soins et d'hygiène. Le matin, dès qu'il me réveillait pour le café, il commençait déjà à passer la main sur moi, prétendant vérifier si j'avais bien dormi, si je n'avais pas développé de plaies pendant la nuit. Mais ces soi-disant vérifications étaient de la pure malveillance, camouflées en soins médicaux. Chaque jour, le bain arrivait en fin d'après-midi. Il prenait plus de 2 heures pour me laver. Il prétendait qu'un paralysé avait besoin d'une hygiène redoublée, que sinon j'allais pourrir d'infection. Mais je savais que ce n'était pas du nettoyage. C'était lui qui satisfaisait ses désirs malsains, utilisant mon corps comme si j'étais une poupée. J'essayais de résister. Mais comment? Mon bras gauche n'obéissait pas. Ma jambe gauche était morte. Je dépendais de lui pour tout, même pour aller aux toilettes. La kinésithérapie qu'il inventait était un autre moment de terreur. Il disait qu'il avait étudié sur Internet les exercices pour que je ne perde pas complètement mes mouvements. Mais ces exercices incluaient qu'il me touche partout, qu'il me force à faire des mouvements qui n'avaient rien à voir avec la récupération d'un AVC. Il manipulait mon corps comme il voulait, disant toujours que c'était pour mon bien, que si je ne faisais pas ça, j'allais rester paralysée pour le reste de ma vie. La nuit, c'était le pire moment. Il prétendait que j'avais besoin d'une relaxation spéciale pour bien dormir, que les femmes avec des problèmes neurologiques avaient besoin d'un soulagement de tension, sinon elles pouvaient avoir un autre AVC. Et là, il me faisait des choses qui encore aujourd'hui me donnent la nausée rien qu'à y penser. J'essayais de faire semblant de dormir, mais il disait « Ça ne sert à rien de faire semblant, maman. Je sais quand tu es réveillée et quand tu dors. » J'essayais d'attirer de l'aide de toutes les manières possibles. Quand un voisin passait et regardait par la fenêtre, j'essayais de faire des signes avec les yeux. J'essayais de bouger la tête, de montrer mon désespoir. Mais il était toujours là, contrôlant tout. S'il se rendait compte que j'essayais d'attirer l'attention, il s'approchait et parlait fort. « Maman a un petit peu mal aujourd'hui, hein, mais je lui ai déjà donné son médicament, ça va aller mieux. » Quand le téléphone sonnait, c'était lui qui répondait toujours. Il disait à tout le monde que je ne pouvais pas parler parce que j'étais très affaiblie, que le médecin avait recommandé le repos de la voix. Si quelqu'un insistait pour me parler, il apportait le téléphone jusqu'à moi, mais restait à côté, écoutant chaque mot, faisant la grimace si je disais quelque chose qui pouvait éveiller des soupçons. J'avais peur même de crier au secours. Je savais qu'il me le ferait payer après. Il contrôlait tous mes médicaments. En plus de ce prescrit pour l'AVC, il m'en donnait d'autres, soi-disant achetés à la pharmacie pour compléter le traitement. Je soupçonnais qu'ils servaient à me rendre plus docile, plus confuse. Après les avoir pris, mon esprit était embrouillé, incapable de réfléchir correctement, sans force, même pas pour crier lorsqu'il abusait de moi. Une par une, toutes les visites ont été coupées. D'abord, il a commencé à interdire la venue de ma commère-bère, prétextant que sa voix forte risquait de faire grimper ma tension. Puis,
Il a décidé que les membres de l'Église ne pouvaient plus me rendre visite, arguant que les réunions me fatiguaient trop. Chaque personne avait sa propre excuse inventée de toutes pièces, jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne. Je me suis retrouvée totalement isolée, juste lui et moi, dans cette maison qui était devenue une véritable prison pour moi. J'essayais de réagir de différentes manières. Parfois, je feignais une douleur intense pour voir s'il s'arrêterait. Il me répondait que c'était normal après un AVC et que ses gestes étaient pour mon bien, pour m'aider à aller mieux. D'autres fois, je pleurais en espérant éveiller un peu de compassion, mais il me disait que les larmes étaient un signe de troubles neurologiques et que tout finirait par s'arranger avec le temps. Une fois, j'ai réussi à attraper le téléphone en cachette et à appeler les urgences, mais mes mots étaient confus à cause des médicaments qu'il me faisait prendre, et la personne à l'autre bout n'a pas compris ce que je disais. Quand il est arrivé et a vu le téléphone dans ma main, il a explosé de colère. Il m'a menacé, jurant que si je recommençais, il m'attacherait au lit et prétendrait que mes crises venaient de ma maladie. Les années passaient et mon espoir s'amenuisait que quelqu'un découvre un jour l'horreur de ma situation. Il avait construit une façade impeccable de fils attentionné. Les voisins le louaient, le décrivant comme un exemple de dévouement, le fils qui abandonnait tout pour s'occuper de sa mère malade. Lorsqu'il sortait pour les courses ou pour régler des affaires, tout le monde avait des mots élogieux pour lui. Qui aurait pu suspecter un homme si respecté de cacher de tels actes? Peu à peu, il gagnait en audace. Il insistait pour m'accompagner à toutes mes consultations médicales, restant toujours présent et refusant que le médecin m'examine seul. Il prétendait que j'étais trop nerveuse sans lui et que je risquais un nouvel AVC si j'étais stressée. Les médecins trouvaient cela naturel et louaient son implication. Personne ne pouvait imaginer qu'il était là pour surveiller et contrôler tout ce que je disais. Pendant les consultations, il répondait à ma place avant même que je puisse parler. Il racontait que je progressais bien, que je mangeais correctement, que je dormais sereinement et que je suivais ma kinésithérapie comme il fallait. Si le médecin voulait vraiment m'adresser la parole, il intervenait toujours avant moi. Docteur, parfois elle est un peu confuse à cause de la WC, mais je note tout ce qui se passe chez elle et je peux mieux vous renseigner, disait-il. Puis, presque 8 ans après ce cauchemar quotidien, un événement est survenu qui a tout bouleversé. La voisine d'Alexandra Côté, Gervais, était restée à la maison pour se reposer à cause d'une maladie, ce qui était exceptionnel puisqu'elle travaillait normalement. Ce jour-là, je n'en pouvais plus et j'ai fini par hurler de désespoir pendant qu'il abusait de moi. Ma voix a retenti avec une force que je ne savais même pas posséder. J'ai crié au secours jusqu'à ce que ma voix se brise. Gervais a entendu mes hurlements à travers le mince mur séparant nos maisons. Elle dira plus tard qu'elle n'avait jamais entendu un cri de cette intensité, qu'il ressemblait à celui d'une personne torturée. Inquiète, elle est venue frapper à la porte pour vérifier que tout allait bien. Cyprien a ouvert calmement, comme si de rien n'était. Il a expliqué que j'avais eu une crise de douleur liée à ma paralysie, qu'il m'avait déjà donné des médicaments et que j'allais mieux. Mais Gervais n'était pas dupe. Elle a insisté pour me voir, affirmant qu'elle devait être certaine de mon état. Cyprien a essayé de l'en empêcher, mais elle a poussé la porte et est entrée. Elle m'a trouvé dans mon lit, en sueur, avec des marques de mains sur le cou et les yeux rougis par les larmes. Elle a immédiatement compris que quelque chose n'allait pas, surtout en voyant mon regard implorer de l'aide silencieusement. Gervais a déclaré qu'elle allait appeler les urgences et que je devais être conduite à l'hôpital. Cyprien a tenté de la persuader que ce n'était pas nécessaire, que c'était juste une crise habituelle, que j'étais toujours ainsi quand j'avais mal. Elle n'a rien voulu entendre et a composé le SAMU. Pendant que nous attendions l'ambulance, elle est restée près de moi, tenant ma main. J'essayais de demander de l'aide avec mes yeux, ma voix étant complètement bloquée. À l'hôpital, le médecin a immédiatement remarqué certaines anomalies. Il a signalé que mes signes de stress étaient beaucoup trop élevés pour une personne prétendument bien soignée à domicile. Il a voulu savoir si je ressentais une douleur particulière ou s'il se passait quelque chose à la maison qui me perturbait. Comme toujours, Cyprien a pris la parole pour moi. Il a affirmé que c'était normal pour quelqu'un avec des troubles neurologiques. Mais le médecin a insisté pour m'examiner seul. Il a demandé à Cyprien de quitter la chambre le temps de quelques procédures, expliquant que c'était préférable pour un examen correct. Il a essayé de s'interposer, mais le médecin est resté inflexible. C'était la première fois en 8 ans que je me retrouvais seule avec quelqu'un capable de m'aider réellement. Lorsque l'examen a commencé, le médecin a remarqué des traces sur mon corps qui ne correspondaient pas du tout aux soins censés être prodigués à la maison. Il m'a demandé si quelqu'un me faisait du mal,
si j'étais victime de maltraitance. J'ai tenté de parler, mais le stress et la peur rendaient mes mots confus et hésitants. Alors il m'a proposé de répondre par un simple mouvement de tête. Quand il a demandé si un membre de ma famille me blessait, j'ai hoché la tête pour dire oui. Et quand il a précisé « Est-ce ton fils ?», j'ai confirmé encore une fois. Le médecin a immédiatement contacté l'assistante sociale de l'hôpital ainsi qu'une psychologue. Elles sont venues me parler et, peu à peu, ont réussi à reconstituer l'horreur que je vivais. J'ai raconté tout ce que je pouvais, malgré mes mots embrouillés et mes mains tremblantes. J'ai parlé des abus, des attouchements, des menaces permanentes. Elles étaient sidérées, mais elles m'ont cru. Quand elles ont confronté Cyprien, il a nié avec un calme glacial. Il affirmait que mes récits étaient le fruit de délires liés à l'AVC, que ce genre de confusion était fréquent chez les personnes avec des troubles neurologiques et qu'il était un fils exemplaire. Il a ajouté que j'étais ingrate après tout ce qu'il avait fait, qu'il avait sacrifié sa vie pour moi. Il parlait avec une assurance terrifiante, et un instant, j'ai presque cru que tout le monde allait le croire. Mais l'assistante sociale a été claire, d'autres examens plus détaillés seraient réalisés, et au moindre signe d'abus, la police serait alertée immédiatement. Je sais que cette histoire est lourde, mais beaucoup d'entre vous n'auront peut-être pas le courage d'appuyer sur « j'aime ». Faites-le si vous osez, et prouvez-moi le contraire. Parce que ce qui a suivi ces examens va vous choquer encore plus que tout ce que je vous ai raconté jusqu'ici. Les examens à l'hôpital ont confirmé mes dires. Le médecin légiste a trouvé des preuves évidentes d'abus sexuels, récents et anciens. Des marques sur mon corps démontraient que je ne racontais pas d'histoire. Quand ils ont montré les résultats à Cyprien, il a continué à nier. Mais cette fois, son masque de fils dévoué ne tenait plus. Le monstre qu'il était réellement était enfin visible pour tous. La police a été appelée et il a été arrêté sur le champ. Ils l'ont emmené hors de l'hôpital alors qu'il criait que j'étais folle, que je inventais tout à cause de la WC, qu'il allait poursuivre tout le monde pour diffamation. Mais il était trop tard pour ces mensonges. Les preuves étaient là, gravées sur mon corps après des années de souffrance, et personne ne pouvait plus nier la réalité. Je suis restée hospitalisée presque 2 semaines, le temps qu'on décide de mon sort. Je n'avais aucun membre de ma famille proche pour prendre soin de moi, et l'idée de finir dans un hospice ou un endroit inconnu me terrifiait. Puis un miracle s'est produit, un moment que je n'oublierai jamais. Bilt est apparue, une cousine éloignée de mon père dont je n'avais même plus le souvenir. Elle avait entendu parler de mon calvaire par une amie travaillant à l'hôpital. Sans hésiter, elle a dit qu'elle ne pouvait pas laisser une cousine traverser une telle épreuve seule, même après 20 ans sans contact. Elle possédait une maison avec une chambre au rez-de-chaussée, et elle était prête à s'occuper de moi, à ne jamais m'abandonner. Quand j'ai entendu ces mots, des larmes de soulagement ont coulé pour la première fois après des années de pleurs liées uniquement à la peur et au désespoir. La maison de Bathilde se trouvait dans un quartier calme, un peu à l'écart du centre de Châtelet, dans une rue tranquille bordée d'arbres et de maisons simples. Elle avait aménagé la chambre pour moi, barre d'appui dans la salle de bain, lit abaissé pour que je puisse m'asseoir seule, fauteuil roulant pour circuler facilement. Pour la première fois en 8 ans, j'étais dans un endroit où je pouvais me sentir vraiment en sécurité. Les premiers jours chez Bilt étaient étranges. Chaque bruit me faisait sursauter. Quand elle s'approchait pour m'aider, je me repliais instinctivement, anticipant un danger que je savais pourtant imaginaire. Mon corps avait enregistré la peur à un point tel que même ceux qui voulaient m'aider me faisaient peur. Bilt a fait preuve d'une patience infinie. Elle parlait doucement, bougeait lentement et annonçait toujours ce qu'elle allait faire avant de me toucher. La première chose qu'elle a faite a été de m'emmener chez une kinésithérapeute, Perrine, dont le cabinet se trouvait près de chez elle. Perrine avait une 40aine d'années, les cheveux courts, une allure ferme mais chaleureuse. Quand Bathilde lui a expliqué mon passé, j'ai vu son visage se figer dans l'indignation. Elle a promis de tout faire pour m'aider à retrouver mes mouvements, mon autonomie et mon indépendance. Les premières séances ont été extrêmement difficiles. Mon corps était tendu, crispé par la peur et le traumatisme accumulé. Perrine m'a expliqué que c'était normal, que les personnes ayant subi des abus physiques ont souvent un corps contracté comme s'ils se défendaient constamment. Elle a commencé par des exercices doux, de respiration et de relaxation, m'apprenant à renouer avec mon propre corps, à lui faire confiance. Mais Perrine n'était pas seulement ma kinésithérapeute. Elle est devenue ma confidente, mon amie, ma thérapeute improvisée. Pendant les séances, elle m'autorisait à parler de tout ce que j'avais vécu. Elle m'écoutait sans jamais me juger, m'aidant à comprendre que rien de tout cela n'était de ma faute.
Elle me répétait que l'AVC n'était pas une punition divine, que je ne méritais pas cette souffrance et que j'étais une survivante, pas une victime. Après environ 3 mois de kinésithérapie, un événement m'a laissé complètement bouleversée. Pendant un exercice, alors que j'essayais d'atteindre un objet posé sur la table par Perrine, ma main gauche a bougé toute seule pour la première fois depuis mon AVC. C'était minime, juste un léger mouvement, les doigts se refermant à peine, mais les larmes ont commencé à couler, emplies d'émotions. Perrine a aussi versé quelques larmes avec moi et m'a dit « Tu vois, Apollonie, ton corps reprend vie ». À partir de ce jour, les séances sont devenues plus exigeantes. Perrine m'a expliqué que mon cerveau créait de nouvelles connexions et que mes mouvements reviendraient progressivement si je persévérais. C'était un travail dur et parfois douloureux, mais chaque progrès, même infime, me remplissait d'espoir. D'abord mes doigts ont retrouvé un peu de mobilité, puis le poignet, ensuite le coude. Ma jambe, elle aussi, a commencé à répondre plus correctement. Bilt m'a également emmené chez une psychologue, le docteur Hélène, spécialisée dans les traumatismes graves. Elle m'a expliqué que je devais traiter 2 traumatismes distincts, l'AVC qui avait bouleversé ma vie du jour au lendemain et les années d'abus qui avaient suivi. Elle m'a prévenu que ce serait un chemin long et qu'il me fallait faire preuve de patience avec moi-même, car guérir d'un traumatisme ne se fait jamais instantanément. Les séances avec le docteur Hélène m'ont permis de comprendre beaucoup de choses. Elle m'a appris qu'il existait un nom pour ce que Cyprien m'avait fait, violence sexuelle, abus sur personnes vulnérables, séquestration. Ce n'était ni des soins, ni de l'amour, ni rien qui s'en rapprochait. Il avait exploité ma dépendance physique pour assouvir ses désirs pervers et c'était un crime grave, peu importe qu'il soit mon fils. Avec le temps, j'ai commencé à réaliser que je n'étais responsable de rien. Je n'avais pas provoqué mon AVC. Je n'étais pas fautive d'être devenue dépendante. Je n'avais pas à porter le poids d'avoir élevé un fils devenu un monstre. Le docteur Hélène m'a expliqué que les victimes d'abus ressentent toujours de la culpabilité, mais que ce sentiment n'est pas réel. C'est juste un mécanisme que l'esprit utilise pour essayer de donner un sens à une situation insensée. Quelques mois après le début du traitement, est survenu le moment le plus émouvant de ma rééducation. Perrine a annoncé qu'elle allait tenter de me faire marcher seule, avec seulement une canne pour m'aider. J'avais une peur bleue de tomber, mais Perrine m'a dit « Fais-moi confiance, Apollonie, tu es prête ». Et, en réalité, j'étais prête. J'ai réussi à faire environ 3 pas toute seule, tremblante mais déterminée. Bilt était là, à m'observer, et pleurait tellement que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Marcher seule a changé ma vie. Je ne dépendais plus de personne pour aller aux toilettes, boire un verre d'eau ou m'approcher de la fenêtre pour regarder la rue. Cela peut paraître banal, mais pour quelqu'un qui avait été immobilisé pendant des années, chaque geste redevenu possible était une victoire immense. Je passais des heures à m'entraîner à marcher dans la maison, renforçant mes jambes, retrouvant l'équilibre que mon AVC m'avait volé. Avec cette autonomie physique qui revenait, j'ai commencé à penser à l'avenir. Je ne pouvais plus travailler à l'atelier de maroquinerie. Mon corps n'aurait jamais supporté de rester penché des heures sur une machine. Le docteur Hélène m'a conseillé de chercher une activité qui me procurerait du plaisir, quelque chose qui me permettrait de recommencer une vie professionnelle sans trop d'efforts physiques. C'est Bilt qui a suggéré un cours sur les plantes médicinales. Elle se souvenait que j'avais toujours eu un don pour m'occuper des plantes, que, jeune, je savais préparer des tisanes pour tout, que ma mère m'avait transmis de nombreuses connaissances sur les remèdes traditionnels. Elle connaissait une dame du quartier qui donnait des cours de base sur les plantes médicinales et qui pourrait m'enseigner davantage, peut-être même m'aider à en faire un métier plus tard. Ce cours a été une vraie révélation. J'ai appris à connaître des dizaines de plantes, leurs effets, à préparer tisanes, pommades et sirops maison. Madame Colette, ma professeure, m'a dit que j'avais un vrai talent pour les plantes et la fabrication de remèdes. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un valorisait mes capacités et cela m'a redonné le sentiment d'être utile. Pendant que je me rétablissais et reconstruisais ma vie, le procès contre Cyprien avançait. Il a été condamné à 12 ans de prison pour viol sur personnes vulnérables, séquestration et mauvais traitement. J'ai cru que la justice avait enfin été rendue et qu'il paierait pour tout ce qu'il m'avait fait subir pendant tant d'années. Mais je n'avais pas anticipé les limites du système carcéral français. Voici la partie où beaucoup me jugeront. Quand j'ai appris qu'il avait été libéré pour bonne conduite après seulement 3 ans, j'ai fait un choix. Pensez-vous que j'ai eu tort de ne pas porter plainte à nouveau lorsqu'il a tenté de me retrouver ? Que auriez-vous fait à ma place ? Parce que ce qui est arrivé ensuite vous montrera que parfois la vie rend justice d'une manière inattendue.
3 ans après sa sortie, j'étais complètement rétablie et menais ma vie. J'avais ouvert une petite boutique de produits naturels près de la place Sainte-Catherine, en plein centre de Châtelet. J'y vendais plantes médicinales, tisanes, pommades et sirops faits maison. L'activité a tellement prospéré que je ne pouvais plus tout gérer seule. J'ai embauché Lucienne, une jeune fille passionnée qui m'aidait dans les ventes et adorait apprendre sur les plantes. Ma boutique est rapidement devenue connue dans toute la ville. Les gens venaient pour tout, maux de tête, insomnie, problèmes digestifs, anxiété, dépression. Je conseillais chacun sur les plantes adaptées, expliquais comment préparer les tisanes à la maison, donnais des recommandations sur la santé naturelle basées sur des années d'expérience et d'études. J'étais devenue une référence dans le domaine et gagnais honnêtement ma vie. J'avais retrouvé mon indépendance après tant de souffrances. La routine de la boutique était un vrai plaisir. Je me levais tôt, prenais mon café avec Bilt, puis marchais les 4 pâtés de maison jusqu'au centre. J'ouvrais la boutique à 8 heures, organisais les herbes séchées dans les bocaux, préparais les pommades du jour. Je recevais mes clients habituels, discutant avec eux de la vie autant que des remèdes. C'était une vie simple mais pleine de sens et de satisfaction. Bathilde a continué à vivre avec moi, mais maintenant, notre relation ressemblait plus à celle de sœur qu'à celle de cousine prenant soin d'une malade. Elle m'aidait à la boutique le week-end, prenait en charge la maison quand je travaillais, elle était ma compagne de vie, ma confidente, mon amie la plus proche. Nous avions bâti une routine agréable, paisible, empreinte d'une vraie affection. Pour la première fois depuis des décennies, j'étais profondément heureuse. J'avais même rencontré un petit ami, Amédée, veuf depuis plusieurs années, qui venait régulièrement à ma boutique pour acheter de la tisane de mélisse pour calmer ses nerfs après le décès de sa femme. Il connaissait mon histoire dans ses moindres détails, respectait mon passé et m'offrait une tendresse que je pensais ne jamais retrouver. Nous n'habitions pas ensemble, mais nous nous voyions presque tous les jours. Nous allions au cinéma, nous promenions sur la place. Vivions une belle histoire d'amour entre adultes qui savent apprécier la compagnie de l'autre. Amédée incarnait tout ce que Cyprien n'avait jamais été, respectueux, affectueux, protecteur sans être dominateur. Chaque vendredi, il m'apportait des fleurs, m'aidait à porter les cartons lourds de la boutique, attendait que je termine pour fermer et nous allions dîner dans un petit restaurant proche. Notre relation reposait sur le respect mutuel, la confiance et une affection sincère. C'était ainsi que l'amour devait être. Ces 20 années ont été une période de paix totale, de reconstruction, de bonheur que je n'avais jamais imaginé possible. J'avais transformé ma douleur en une mission, aider les autres à travers les plantes médicinales. J'ai reçu de nombreuses invitations pour donner des conférences sur le dépassement de soi, l'entrepreneuriat après 50 ans et comment recommencer sa vie à un âge avancé. Je suis devenue un exemple dans ma ville, la femme qui avait su se relever après avoir traversé l'enfer. Ma boutique a prospéré d'une façon que je n'aurais jamais cru possible. Je suis passée d'un petit comptoir d'1 mètre à occuper toute la salle avec des étagères du sol au plafond, pleines de bocaux d'herbes, un frigo pour les pommades maison et une grande table où je recevais les clients pour des conseils détaillés. Certains venaient même d'autres villes juste pour acheter mes produits. Pendant ces 20 ans, j'ai aussi créé un groupe informel de soutien pour les femmes victimes de violences domestiques, afin de partager mon expérience et offrir un espace d'écoute et de force. Tous les mardis, après avoir fermé la boutique, nous nous retrouvions dans l'arrière-boutique pour discuter, partager nos expériences et nous donner du courage les unes aux autres. Beaucoup de femmes ont réussi à sortir de situations abusives après ces rencontres. C'était ma façon de rendre un peu de l'aide que j'avais reçue quand j'en avais le plus besoin. La réputation de ma boutique s'est étendue, au point qu'un journaliste est venu m'interviewer. Il a écrit un article détaillé sur l'entrepreneuriat féminin après 50 ans, avec ma photo au milieu des herbes, racontant comment j'avais transformé une tragédie personnelle en nouvelle opportunité. J'ai gardé l'article encadré derrière le comptoir, comme un rappel que l'on peut réussir même après avoir traversé l'impensable. Mais un jeudi matin de l'année dernière, alors que je rangeais des bocaux de pommade d'arnica fraîchement préparés, j'ai entendu une voix tremblante, faible, totalement étrangère à celle autoritaire qui m'avait terrorisée pendant tant d'années. Quand je me suis retournée, j'ai failli tomber de surprise. C'était Cyprien, mais pas l'homme dominateur et violent que je connaissais. À la porte de ma boutique se tenait un homme diminué, maigre, la peau jaunâtre, marchant avec difficulté en s'appuyant sur une canne. Ses cheveux grisonnants étaient clairsemés, ses yeux enfoncés, ses vêtements trop larges sur un corps qui avait fondu. Il avait vieilli de 20 ans en 10. Il était presque méconnaissable, sans cette voix qui me glaçait autrefois.
Il m'a vu et a commencé à pleurer, d'une façon pitoyable que prennent certains hommes lorsqu'ils supplient pour obtenir quelque chose. Sa voix était rauque. « Maman, je suis très malade. J'ai besoin de ton aide. Les médecins disent que j'ai la sclérose en plaques, que je vais devenir paralysée si je n'ai pas de soins spéciaux. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. » Il se tenait là, tremblant, espérant que je céderais à la pitié maternelle. Je l'ai regardé et j'ai ressenti un calme étrange. Ni colère, ni peur, ni pitié. Juste une tranquillité glaciale que je n'avais jamais connue. Il était là, mon ancien bourreau, dans la même situation que j'avais connue, dépendant, vulnérable, implorant celui qui l'avait blessé, sans pouvoir ni compassion. Il a continué, essayant de me toucher émotionnellement. « Maman, je sais que j'ai mal agi. Je sais que je t'ai fait souffrir, mais maintenant j'ai besoin de toi. Je n'ai plus personne. Tu es ma seule famille. Je vis dans une petite chambre de pension. Je ne peux plus travailler. Je n'arrive presque plus à m'occuper de moi. S'il te plaît, pardonne-moi et aide-moi. » Il utilisait la même manipulation émotionnelle qu'autrefois, mais cette fois, il n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Lucienne, qui rangeait des herbes sur une étagère, s'est approchée en voyant quelque chose. Et je lui ai dit doucement, « Va déjeuner, je gère ça ici. » Elle est partie discrètement, nous laissant seuls. Je ne voulais aucun témoin pour cette rencontre avec l'homme qui avait été mon fils. J'ai écouté tout ce qu'il avait à dire sans l'interrompre, observant chaque détail de ce corps qui avait été fort autrefois et qui était maintenant fragile et diminué. Il m'a raconté que la sclérose en plaques avait commencé il y a environ 5 ans. Au départ, ce n'était que des engourdissements dans les jambes, mais la maladie avait progressé jusqu'à ce qu'il perde une partie de sa mobilité. Ses mains étaient touchées, il peinait à saisir des objets, à garder l'équilibre, à marcher sur de longues distances. Il a raconté qu'il avait été licencié de son travail dans le bâtiment parce qu'il ne pouvait plus porter de charges lourdes, que l'argent de sa pension d'invalidité suffisait à peine à payer sa petite chambre et sa nourriture, qu'il n'arrivait plus à se laver correctement tout seul, et que parfois il passait des jours sans réussir à préparer un vrai repas, qu'il avait peur de tomber sans personne pour l'aider. Quand il a fini de parler, j'ai inspiré profondément et j'ai parlé d'une voix ferme, claire. « Maintenant tu sais ce que c'est que d'être dépendant de quelqu'un, hein ? Tu sais ce que ça fait de ne pas pouvoir se défendre, de devoir faire confiance à la personne qui s'occupe de toi pour qu'elle ne profite pas de ta faiblesse. » J'ai vu son visage changer de couleur quand il a compris où je voulais en venir. J'ai continué avec une tranquillité qui m'étonnait moi-même. « Tu te souviens de ce que tu m'as fait pendant 10 ans, alors que j'étais paralysée ? Tu te souviens de tous les abus quotidiens, des menaces, de la façon dont tu as transformé ma vie en enfer ? Tu te rappelles que je te suppliais d'arrêter et que tu disais que je devais te remercier de t'occuper de moi ? » Il a essayé de m'interrompre, mais j'ai levé la main, sans lui laisser la parole. C'était mon tour de parler. Il devait écouter après tant d'années à me faire souffrir. « Pendant des années, je t'ai supplié d'avoir un peu de respect, un minimum d'humanité. Tu disais que je dépendais de toi, que personne d'autre ne prendrait soin de moi, que je devais tout accepter en silence parce que c'était une faveur que tu me faisais. Maintenant, c'est toi qui es dépendant, toi qui as besoin de soins. » Je voyais qu'il commençait à paniquer, réalisant que je ne céderais pas à son chantage émotionnel. Il a changé de ton, essayant une nouvelle stratégie. « Maman, j'étais jeune, immature. Je ne savais pas ce que je faisais. Maintenant je comprends que j'ai mal agi, que je t'ai fait du tort. Je regrette tout. Je jure devant Dieu que je regrette. » Mais j'avais déjà entendu ces mots, à l'époque du procès. Tu regrettes parce que tu as besoin de moi maintenant, pas parce que tu as compris le mal que tu m'as fait. Si tu étais en bonne santé, indépendant financièrement, jamais tu ne serais venu ici supplier mon pardon. Tes regrets, ce n'est pas du vrai remords, c'est juste de l'intérêt déguisé. Je lui ai dit ça en le fixant droit dans les yeux, sans jamais détourner le regard. Alors il a tenté sa dernière carte, la plus abjecte de toutes. « Maman, je sais que tu es bonne, une femme de foi, une femme qui pardonne. Tu as toujours eu un grand cœur. Tu ne vas pas laisser ton propre fils mourir d'abandon, hein ? Et que vont penser les gens si tu refuses de m'aider ? » Alors j'ai ri. J'ai ri d'une façon qui m'a fait un peu peur à moi-même. Mon fils est mort il y a longtemps. L'homme qui se tient devant moi n'est pas mon fils, c'est juste un étranger qui m'a fait énormément de mal un jour, vraiment énormément. Et tu sais ce que les gens pensent de moi aujourd'hui ? Ils pensent que je suis une femme courageuse, capable de surmonter un traumatisme atroce, de reconstruire sa vie après 50 ans. C'est ça qui compte. Maintenant,
Tu sors de ma boutique et tu ne reviens jamais. Tu iras chercher un hospice public, une institution caritative, quelqu'un payé par l'État pour s'occuper de toi. Parce que les soins gratuits, les soins d'amour, les soins de famille, ça, tu as perdu le droit d'y prétendre le jour où tu as décidé de me transformer en objet pendant 10 années entières. Il est sorti de la boutique en titubant, en pleurant fort, mais je n'ai ressenti aucune pitié. Après son départ, j'ai verrouillé la porte. J'ai tourné la pancarte sur « Fermé » et me suis assise derrière le comptoir. J'ai pleuré beaucoup, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de libération totale. Comme si un poids immense venait de disparaître de mes épaules d'un seul coup. J'avais enfin réussi à regarder mon agresseur en face et à lui dire non. J'avais récupéré le pouvoir qu'il m'avait volé pendant tant d'années de peur et de souffrance. Plus tard, des connaissances travaillant dans le secteur social m'ont raconté qu'il avait fini interné dans un hospice public, destiné aux gens sans famille ni ressources. Je sais que sa vie là-bas n'est pas facile. Il dépend de la bonne volonté d'employés débordés pour tout. Il attend parfois des heures pour être servi, mange de la mauvaise nourriture, dort dans une chambre collective avec d'autres malades. C'est exactement le traitement qu'il méritait. Aujourd'hui, à 67 ans, je peux dire avec certitude que je suis une femme complète et épanouie. J'ai ma boutique, qui marche très bien et m'offre l'indépendance financière. J'ai Bathilde, ma famille de cœur. J'ai Amédée, qui m'aime et me respecte comme toute femme mérite de l'être. J'ai la santé, l'énergie, et encore de nombreux projets à réaliser. J'ai créé un groupe informel de soutien aux femmes handicapées qui a déjà aidé des dizaines de personnes à dénoncer les abus, sortir de relations toxiques et reconstruire leur vie avec dignité. Chaque semaine, je reçois des messages de femmes qui ont réussi à se libérer de situations horribles après avoir participé à nos rencontres. C'est ma façon de transformer la douleur en mission, le traumatisme en moteur de vie. Mon histoire prouve que peu importe l'âge, peu importe le nombre de traumatismes subis, peu importe combien de fois on est tombé, il est toujours possible de recommencer. L'important, c'est de ne jamais abandonner, de chercher de l'aide quand on en a besoin, de croire qu'on mérite le respect, la tendresse, la dignité, et surtout de ne jamais laisser celui qui vous a fait du mal continuer à avoir du pouvoir sur vous. Je suis Apollonie Duverger. J'ai 67 ans. J'habite à Châtel. C'est l'histoire de ma vie, de comment le pire traumatisme m'a transformée en la femme la plus forte que je connaisse. Si vous voulez plus d'histoires de dépassement comme la mienne, abonnez-vous à la chaîne Sagesse de Mamie. Ici, on prouve qu'il n'y a pas d'âge pour recommencer et que la plus douce des vengeances, c'est de bien vivre. Alors, vous avez aimé mon histoire ? Aujourd'hui, je me sens victorieuse, car j'ai fait de mon mieux pour surmonter toutes les difficultés. Si vous le pouvez, cliquez sur les carrés qui défilent à l'écran pour découvrir plus de vidéos et entendre d'autres histoires de femmes guerrières comme moi. Vous serez surpris par la force que nous, femmes françaises, avons pour surmonter tout ce que la vie place sur notre chemin. La vie enseigne que qui sème le vent récolte la tempête, et que qui sème la méchanceté finit par en payer le prix.